Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de The Wrestling Rankings. Nous continuons notre tour et notre remontée de l'année 1996 et nous arrivons à la plus grosse fête de l'été en 1996, le SummerSlam qui a lieu à Cleveland dans l'Ohio, à la Gund Arena. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le tour des champions. Nous avons donc toujours Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, qui est champion de la WWF depuis WrestleMania 12. Nous n'avons plus de champion intercontinental. Je rentrerai un peu plus dans le détail lors de la review du pay-per-view, mais Ahmed Johnson a dû abandonner le titre pour blessure. Et le titre est à l'heure actuelle vacant. Un tournoi de 8 catcheurs commencera d'ailleurs le lendemain à Raw pour déterminer le nouveau champion intercontinental. Et les Smoking Guns sont toujours champions par équipe depuis le mois de mai et le In Your House Beware of Dog de mai 96. Alors, nous sommes sur un SummerSlam habituel, donc 7 combats. Je suis assez surpris parce que dans tous les combats cette année, dans tous les pay-per-view de 1996 que j'ai review depuis le début de l'année, j'avais le droit au free-for-all, avec notamment des combats supplémentaires, des combats bonus, exclusifs au free-for-all. Et là, sur cette version du SummerSlam, je n'ai pas le free-for-all. Alors, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Alors déjà, sur les versions internationales, puisque ce pay-per-view, je l'ai vu en France à l'époque sur Canal+. Il faut savoir que sur les versions internationales, et notamment ces versions que nous on avait sur Canal+ en France, il y avait souvent des combats qui étaient... il n'y avait jamais les free-for-all, déjà de une, et de deux, il y avait souvent des combats qui sautaient. J'ai le souvenir notamment de WrestleMania 17, ou la version qui avait été diffusée par Canal+ à l'époque, on n'avait pas le combat à 6 APA Etas contre Right to Censor, on n'avait pas le combat de championnat européen entre Test et Eddie Guerrero, et aussi, et surtout, et c'est peut-être ça le plus fou, il n'y avait pas le TLC. Le TLC n'était pas disponible sur la version française, je l'ai d'ailleurs encore sur mon PC, cette version française, le TLC n'y est pas. Donc déjà sur la version internationale française, il n'y avait pas le free-for-all, mais alors sur toutes les versions américaines que j'ai depuis des mois, j'avais tous les free-for-all, et donc il n'y a pas de free-for-all sur ce SummerSlam, et ce qui est assez dommageable, puisque dans ce free-for-all, il y a un combat que j'ai découvert il y a bien des années plus tard, quand la WWF avait sorti une collection de combats de Stone Cold Steve Austin qui est inédit, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient jamais été mis dans d'autres DVD de Stone Cold Steve Austin. Et d'ailleurs, et donc dans ce free-for-all, il y avait le combat de ce free-for-all du SummerSlam 96, où Stone Cold Steve Austin, le King of the Ring, affrontait l'ancien double champion de la WWF, Yokozuna. Donc malheureusement ça ne comptera pas pour ce pay-per-view, mais sachez qu'il y a bien un free-for-all à ce SummerSlam, et dans ce free-for-all, il y a Stone Cold Steve Austin contre Yokozuna. Je ne sais plus le nom du DVD dans lequel il apparaît, je sais que c'est un DVD qui est sorti en 2009-2010 je crois, sur Stone Cold Steve Austin, avec des combats unreleased, entre guillemets. Alors la carte du coup du SummerSlam que j'ai reviewé, 7 combats comme je vous ai dit: Owen Hart contre Savio Vega, les Smoking Guns, Billy Ebhart contre les Body Donnas, Skip et Zip contre les Godwins, Henry Phineas contre les New Rockers, Marty Jannetty et Leif Cassidy, dans un Fatal 4-Way à élimination pour les titres par équipe. Psycho Sid contre le British Bulldog Davey Boy Smith, Goldust contre Mark Mero, Jerry the King Lawler contre Jake the Snake Roberts, Mankind contre l'Undertaker dans un Boiler Room Brawl, une bataille qui va débuter dans la chaufferie de la Gand Arena, et Shawn Michaels contre Vader pour le titre de la WWF dans le main event. Alors, on commence donc le pay-per-view avec ce combat entre Owen Hart et Savio Vega. Pas trop de substance à cette rivalité, juste deux mid-quart d'heure, upper mid-quart d'heure qui s'affrontent. Owen Hart, j'en ai pas trop parlé lors du dernier pay-per-view In Your House, puisque Owen Hart faisait partie d'un six-man tag team match, donc il était un peu noyé dans la masse. Mais Owen Hart a une gimmick assez intéressante depuis le mois de mai, c'est-à-dire qu'il a un plâtre au bras, et il l'utilise régulièrement pour attaquer ses adversaires. Sauf que les arbitres ne voient jamais faire, donc du coup ils considèrent que le plâtre d'Owen doit rester sur son bras. Donc le combat est intéressant. Savio Vega et Owen Hart sont deux catcheurs plutôt identiques, assez techniciens et assez aériens. On a donc de très beaux échanges entre les deux. Owen Hart est tout seul au ring. On nous apprend que Jim Cornette a choisi
basé exclusivement sur Vader ce soir. Vader qui affronte Shawn Michaels pour le titre de la WWF, donc Owen Hart est tout seul au ring, et du coup Clarence Mason, l'avocat de Jim Cornette, va venir en ringside pour regarder un peu ce que fait Owen Hart. Et donc les deux hommes vont à nous donner un bon combat de mid-card. À la fin du combat, Savio va partir pour une back suplex de la troisième corde. Owen intelligemment va placer son bras plâtré derrière la nuque de Savio Vega, donc en retombant, Savio Vega va s'assommer. Il va profiter de cette distraction où l'arbitre va aller voir Savio pour enlever son plâtre et frapper Savio avec, de nouveau. Ce qui va le mettre inconscient, et ensuite il va porter le sharpshooter pour remporter la victoire. Avec incrédulité, puisque cette victoire elle est célébrée avec Clarence Mason, donc il comprend pas trop ce qui se passe, notre ami Owen, mais voilà, Clarence Mason qui est l'avocat, il est là pour surveiller un peu les intérêts d'Owen Hart. On enchaîne avec le Fatal 4-Way à élimination pour les titres par équipe. Les Smoking Guns se sont mis à dos les Godwins et les Body Donnas lorsqu'ils ont choisi de s'allier à Sunny. Les New Rockers sont là pour faire le nombre, et parce que c'est une équipe qui a de l'intérêt. Elle a eu une rivalité notamment avec les Body Donnas, qui avait mené un très beau combat lors du Free For All du King of the Ring 96. On voit lors de l'entrée des Body Donnas que Skip, aka Chris Candido, porte une minerve au cou. Vince McMahon nous annonce que Skip a souffert d'une blessure à la nuque quelques jours plus tôt au Madison Square Garden, mais qu'il a quand même voulu être là. Je vous le cache pas, sa présence est inutile, puisque les Body Donnas ne vont rentrer dans le ring que 2 minutes top chrono et être les premiers à être éliminés par les Smoking Guns avec l'aide des New Rockers. Ensuite, c'est les New Rockers qui seront éliminés par les Godwins grâce au slop drop de Henry. Et on se retrouve avec une finale Godwin Smoking Guns. Et Sunny va payer ses dividendes puisqu'elle va de nouveau distraire Phineas, qui va se laisser avoir, et les Smoking Guns vont remporter le combat lorsque Bart va profiter de la distraction pour enlever sa botte et frapper Phineas au visage pour le compte de 3. Les Smoking Guns sont donc toujours champions par équipe. C'est la dernière apparition au pay-per-view des Body Donnas à la WWF. Après ce pay-per-view, Tom Pritchard va tranquillement, je ne vais pas dire prendre sa retraite, mais disparaître des écrans tranquillement, et Chris Candido, aka Skip, va lui repartir à la ECW. On le sait à l'époque, on ne le savait pas officiellement, mais on l'a su bien des années plus tard. À l'époque, la ECW et la WWF ont, entre guillemets, un partenariat non officiel. D'ailleurs, lorsque la ECW va faire banqueroute, Vince McMahon et la WWF feront partie des créanciers à qui la fédération devait de l'argent. Mais ils ont une sorte de partenariat non officiel qui va d'abord amener à une storyline d'invasion, puisque la ECW va faire des apparitions à Raw début 97 en contrepartie. Jake Roberts et Jerry the King Lawler vont apparaître à la ECW aussi en 97. Et donc les catcheurs, voilà, ça a commencé fin 95 avec l'épisode avec Shane Douglas. Shane Douglas, qui à la WWF était connu sous le nom de Dean Douglas. Dean Douglas était malheureux dans son rôle à la WWF et il avait décidé de ne plus se présenter à la WWF. Et il avait eu une discussion avec Paul Heyman. Paul Heyman avait appelé Vince McMahon en lui disant voilà, j'ai Douglas avec moi, il veut pas revenir. Il est pas content de son rôle à la WWF, il préfère son rôle à la CW, est-ce que je peux le reprendre? Et Vince lui avait dit écoute, tu m'as pas fait chier quand j'ai voulu récupérer Stone Cold, quand je t'ai pris Stone Cold Steve Austin. Il y a aussi Cactus qui va signer à la WWF prochainement, donc écoute, si Shane Douglas est malheureux à la WWF, autant qu'il reste avec toi. Et donc Shane Douglas était retourné à la ECW comme ça, en partie dans ce partenariat avec Vince McMahon et Paul Heyman. Et donc Chris Candido va retourner à la ECW et il va apparaître en tant que même membre du Triple Threat avec Shane Douglas et Bam Bam Bigelow puis Lance Storm. On enchaîne avec Tycho Sid contre le British Bulldog, bataille de Powerhouse qui fait suite au Six-Man Tag Team Match qui a eu lieu à International Incident. Là aussi le British Bulldog vient tout seul au ring,
il n'est pas accompagné par Jim Cornette. De nouveau, Clarence Mason fait son apparition aux abords du ring pour surveiller le, le combat, sauf que James E. Cornette en backstage va le voir et il va donc confronter Clarence Mason en ringside, ce qui va donner lieu à une confrontation verbale entre les deux. Pendant ce temps-là, le Bulldog prend l'avantage sur Psycho Sid et porte son Power Slam, mais en voyant les deux se prendre la tête, il va être distrait. Sid va se relever, chokeslam, powerbomb et victoire de Psycho Sid. Et donc, Clarence Mason et Jim Cornette ont coûté la victoire au Bulldog, qui est pas très content de ça. On passe au combat Goldust Marc Mero. Pourquoi ce combat? Simplement parce que Goldust et Mankind qui ont une relation un peu particulière depuis le mois de mai, se sont tous les deux alliés pour stalker un petit peu Sable. Mankind est persuadé que Sable est celle qu'il recherche sous le nom de Mommy, sa maman entre guillemets. Et donc Marc Mero est pas très content de ça et il s'attaque immédiatement à Goldust. Les deux hommes vont faire un très bon combat de mid-card, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas non plus grandiose. Marc Mero, il est très acrobate, mais il n'a pas non plus 50 000. Il est populaire et acrobate, populaire d'ailleurs par ses acrobaties, mais c'est pas non plus le mec le plus fulgurant dans le ring. Goldust, c'est un bon technicien, mais à part ça, c'est sa gimmick qui fait beaucoup. Marc Mero va débuter un nouveau move dans le ring qui va même pas être le finish de ce combat. Alors c'est assez incroyable que Marc Mero débute ce combat, débute ce move, le réussisse, mais que ça donne pas finish, sachant que par la suite ça va être son finish. The Wild Thing, c'est-à-dire un Shooting Star Press. C'est le premier Marc Mero à porter le Shooting Star Press à la WWF. Et en toute honnêteté, c'est le premier dans les 3 grandes fédérations catchesques de l'époque, la WWF, la WCW et la ECW. Personne n'avait jamais porté de Shooting Star Press. À la WCW, le premier à avoir porté un Shooting Star Press, c'est Billy Kidman. Et Billy Kidman ne deviendra pas officiellement un catcheur à la WCW avant fin 97 en tant que membre du Ravens Flock. Et à la ECW, j'ai pas le souvenir qu'il y ait un catcheur qui ait porté le Shooting Star Press un jour. Mais voilà, Marc Mero, vraiment un cruiserweight, entre guillemets, light heavyweight, qui était en avance sur son temps. D'ailleurs, de toute façon, au début des années 90, la WCW avait eu des combats light heavyweight avec notamment Brian Pillman qui avait affronté Justin Thunder Liger. Mais là, vraiment, Marc Mero qui débute le Shooting Star Press. Incroyablement, le Shooting Star Press fonctionne puisqu'il touche Goldust, mais ça ne fait pas compte de 3. Et c'est même pas avec une intervention de Marlena, c'est Goldust qui kick out. Donc, si c'est un nouveau finish pour Marc Mero, c'est quand même incroyable d'avoir laissé Goldust s'en sortir comme ça. Même si Goldust devait être le vainqueur à la fin du match, puisque Goldust va s'imposer grâce au curtain call. On passe au combat Jake the Snake Roberts, Jerry the King Lawler. Jerry the King Lawler, Jake Roberts, ça donne pas du tout envie. C'était un très bon combat sûrement à l'époque des territoires en 80, fin des années 70, début des années 80 à Memphis. Là on parle de Jerry the King Lawler 1996 qui catch quasiment pas, ou très peu, et qui n'est bon qu'à faire des promos assez virulentes. Par contre, c'est un formidable promo guy, il sait exactement quoi dire pour se moquer de Jake Roberts. Et Jake Roberts, lui, voilà, je l'ai dit le mois dernier lorsque j'ai parlé du combat Mankind Jake Roberts qui aurait dû avoir lieu. Jake Roberts, c'est plus le Jake Roberts de fin 80, début 90. Il est lent, il est populaire certes pour son DDT, mais il est très lent, peu intéressant dans le ring et ses promos parlent beaucoup de la Bible. Lawler va évidemment se moquer énormément des problèmes d'alcoolisme de Jake Roberts. Il va même aller jusqu'à antagoniste ultime, venir avec un sac sur le dos, à la Jake Roberts, sauf que dans son sac, il n'y aura pas un serpent comme Jake Roberts, mais il y aura 2 bouteilles, une bouteille de Jack Daniels et une bouteille de Jim Beam, qui sont 2 whiskies très connus aux États-Unis, et même au monde, ce qui est un peu incroyable qu'à l'époque, la WWF, qui était vachement PG, valide le fait de se foutre de la gueule d'un mec qui était alcoolique, qui a eu des problèmes de famille et de santé à cause de ça. Lawler va évidemment dominer le combat grâce à des tactiques de heal. Roberts va prendre l'avantage et va partir pour le DDT, mais Lawler va distraire l'arbitre et en profiter pour mettre un coup de bouteille dans la gorge de
de Jake Roberts pour le compte de 3. Avant le combat, on nous présente en ringside, et qui va être commentateur du match, l'athlète olympique Mark Henry. C'est les débuts du World's Strongest Man à la WWF. Mark Henry qui avait participé aux Olympiades en haltérophilie et qui a signé un contrat avec la WWF pour devenir catcheur. Et donc Mark Henry va commenter le match. À la fin du match, Jake Roberts, qui est toujours blessé, va se faire réattaquer par Jerry the King Lawler qui va lui mettre du whisky dans la gorge. Là aussi, pour un ancien alcoolique, c'est pas ouf. Il va réussir avec une première bouteille, mais lorsqu'il va essayer avec la deuxième, Mark Henry va intervenir et l'empêcher de faire le nécessaire. Et ça va nous amener au début de Mark Henry à la WWF, qui le mois prochain, à In Your House Mind Games, petit spoiler, affrontera Jerry the King Lawler. On enchaîne avec la première partie de notre double main event, Mankind contre l'Undertaker dans un Boiler Room Brawl. Alors c'est le premier Boiler Room Brawl de l'histoire de la WWF. Je crois qu'il y en aura 3 ou 4 en tout, puisque c'est une gimmick qui est quand même vachement alignée à Mankind, puisque les promos de Mankind ont commencé dans la Boiler Room. Donc la gimmick du match est très simple. Le combat débute dans la chaufferie de l'arène. Les deux hommes doivent s'affronter. Les deux hommes s'affrontent comme ils veulent. Pas de disqualification évidemment. Tout est permis. Le premier à sortir de la chaufferie, aller jusqu'au ring et récupérer l'urne des mains de Paul Bearer, le manager de l'Undertaker qui sera dans le ring, remporte le combat. C'est un combat où, en toute honnêteté, en toute honnêteté, ce combat, je lui mets 5 sur 5 à tout moment. Les deux hommes se démolissent mutuellement. L'Undertaker, Mankind fait une chute. À un moment, Mankind monte à une échelle contre un mur, une échelle droite contre un mur, pour aller porter ce qu'on pense être son elbow drop, sauf que l'Undertaker le voit arriver et il balance l'échelle en arrière. Mankind tombe sur le ciment et à moitié sur des cartons. C'est une blessure au dos qui va l'handicaper jusqu'en février 97, où il prendra quelques semaines de repos pour la soigner. L'Undertaker, lui, va se blesser dans la Boiler Room et subir une infection qui va le mettre hors d'état de nuire quelques jours, entre août et septembre. C'est d'ailleurs pour ça qu'après on voit la blessure, et après ça, en fait, l'Undertaker est porté, on le voit à la fin du match. Vraiment, c'est un combat qui est fantastique. Mais si je mets pas 5 sur 5, c'est simplement parce que le combat est à la fois bizarre dans sa construction et à la fois plombé par les problèmes techniques. Il est bizarre dans sa construction parce que Vince McMahon n'a pas voulu commenter le combat. Il avait dit, Mick Foley l'explique dans son livre, lorsque Vince McMahon lui parle du combat, il dit « Il n'y aura pas de commentaires, on vous entendra juste vous frapper ». C'est dommage parce que franchement, on entend des fois Vince McMahon. Alors, ils auraient dû éteindre les micros déjà, s'ils avaient voulu, et les rallumer que quand les deux hommes sont dans le ring, sont aux abords du ring. Sauf que là, les micros restent ouverts, et du coup, on entend Vince McMahon et Jim Ross et Mr. Perfect parfois qui font « Ah !» ou « Ah !» ce qui est très, très embêtant. Et la deuxième chose pour laquelle j'ai pas pu mettre 5 sur 5, c'est que le combat est plombé par les problèmes techniques, parce que du coup, déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la chaufferie, donc il y a certaines scènes où on ne voyait rien. Et deuxièmement, il y a 3 fois des problèmes de caméra. Et de toute façon, vous l'entendez dans l'arène. Quand il y a les problèmes de caméra, on entend les fans qui huent la fédération, puisque pour les fans qui sont dans l'arène, le combat est retransmis sur des téléviseurs qui sont placés autour du ring, et sur les écrans géants qui sont au-dessus de l'arène. Donc évidemment, quand tout est en panne, c'est très compliqué. Mais sinon, c'est un excellent combat. Les deux hommes se démolissent mutuellement. La partie chaufferie, comme j'ai dit, est plombée par les problèmes techniques et le peu de luminosité. Par contre, la partie dans les vestiaires est absolument incroyable. Les deux hommes se démolissent, et là, il y a toute la locker room qui est là, qui fait allez, allez, qui les encourage. À la fin du match, les deux hommes arrivent au ring. L'Undertaker est le premier à rentrer dans le ring, et il se met en position pour récupérer l'urne des mains de Paul Bearer, sauf que Paul Bearer le trahit et ne lui donne pas l'urne. Ça va permettre à Mankind de porter le mandible claw. Paul Bearer ensuite validera cette trahison en frappant l'Undertaker à la tête avec l'urne,
et en remettant lui en Mankind, et une amitié et un management qui dure depuis 1991 prend officiellement fin au SummerSlam 96, puisque Paul Bearer décide de quitter le management de l'Undertaker. Et pour moi, en 96, ce moment-là est incroyable. Je n'aurais jamais pensé Paul Bearer ne pas être aux côtés de l'Undertaker. Et le fait que Paul Bearer trahisse l'Undertaker, je me rappelle, ça m'avait choqué. On passe donc maintenant au main event de ce pay-per-view. Vader contre Shawn Michaels pour le titre de la WWF. Pas trop de storyline à expliquer, tout simplement à In Your House 9, Vader a fait le compte de 3 sur le champion, donc forcément il se mérite un match de championnat. Depuis le début, Vader a l'avantage sur Michaels, quelques jours plus tôt à Raw, il l'a de nouveau attaqué, lui a porté le Vader Bomb. Voilà. C'est un combat où les deux hommes s'en donnent à cœur joie, là aussi. Michaels va commencer par prendre l'avantage avec sa vitesse et sa rapidité, son agilité. Puis la puissance de Vader va lui permettre de prendre l'avantage. Michaels va reprendre l'avantage d'abord avec un slingshot Hurricane Rana. Vader est à l'extérieur du ring et Shawn Michaels fait un slingshot, part pour un slingshot plancha, mais atterrit les jambes autour de la tête de Vader et lui porte un Hurricane Rana. Donc très beau geste. Ensuite, Michaels va de nouveau mettre Vader à l'extérieur du ring. Baseball drop kick, puis le topé suicida comme il l'avait fait à In Your House 9, magnifique topé. Michaels va ensuite repartir pour un slingshot Hurricane Rana, sauf que ce coup-ci Vader va contrer et va lui porter un powerbomb à l'extérieur du ring, ce qui va lui permettre de prendre l'avantage. Il va ensuite démolir Michaels pendant quelques minutes, puis ils vont retourner à l'extérieur du ring. Michaels va se prendre les escaliers du ring, puis va se faire drop sur la rampe d'accès, et victoire de Vader par décompte à l'extérieur du ring. Incroyable, on n'aurait jamais pensé ça. Michaels conserve le titre de la WWF. Évidemment, James E. Cornette n'est pas content de ça. Il insulte Michaels et lui dit si t'es vraiment un homme, tu reprends le combat. Michaels, évidemment, il ne faut pas lui dire deux fois, il reprend le combat. De nouveau, bagarre entre les deux. Michaels a l'avantage, puis Vader reprend l'avantage. Michaels va de nouveau reprendre l'avantage, va vouloir porter le switch in music. James E. Cornette va vouloir intervenir comme à In Your House 9 en voulant frapper Michaels avec sa raquette de tennis. Sauf que Michaels va contrer, récupérer la raquette de tennis, frapper Cornette, puis frapper Vader. Mais c'est devant l'arbitre. Vader remporte une deuxième fois le combat par disqualification. Michaels va démolir Vader avec la raquette. Évidemment, Cornette va intervenir et de nouveau challenger Michaels en disant t'es un putain de lâche, si t'étais pas un lâche, tu accepterais d'affronter Vader de nouveau, tu te fais disqualifier volontairement parce que tu veux pas perdre ton titre, etc. Michaels va relancer le combat, de nouveau on va avoir l'avantage. Vader va prendre l'avantage, il va finalement, là on va penser que c'est fini, il va partir pour le Vader Bomb, sauf que, évidemment, Cornette va être un peu prétentieux, il va dire à Vader, porte le moonsault. Vader va vouloir porter le moonsault, mais Michaels va esquiver, va porter un moonsault de son côté et remporter le combat par compte de 3 et conserver le titre de la WWF. C'est un très bon combat, mais entre le triple finish qui est, je pense, un peu overbooké, il n'y avait pas besoin d'en aller jusque-là. La deuxième, la disqualification, pour moi, elle n'est pas utile. Le décompte à l'extérieur du ring passe encore. Mais la disqualification, elle n'était pas utile. On aurait même pu dire, limite, on aurait même pu voir un combat redémarrer. Michaels se fait décompter à l'extérieur du ring, Vader remporte le combat, et Cornette dit à Michaels, écoute Michaels, t'es un putain de lâche, t'as fait exprès de te faire compter à l'extérieur du ring parce que tu sais que tu peux pas battre Vader, si t'étais vraiment un homme, tu redémarres le combat, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur du ring. Boum. S'il y avait eu un rematch le mois suivant, à In Your House 10, à In Your House 11, ou même au Survivor Series, sans disqualification, sans décompte à l'extérieur du ring, j'aurais pu comprendre qu'on fasse ce finish. Là, il n'y a pas de rematch. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, sincèrement, que Vader
et eu un rematch pour le titre de la WWF au cours des 3 mois suivants face à Shawn Michaels, même dans les Raw, les Superstars ou autres. Ce qui est dommage parce que ça avait fait un bon combat. Mais voilà. Et il y a un deuxième moment où Vader en fait oublie un move. En fait, Michaels l'explique dans son livre, normalement il est censé porter un elbow drop. Vader devait rouler pour éviter le elbow drop. Michaels, en le voyant faire, atterrissait sur ses pieds et lui portait un elbow drop sur le ring, qui aurait permis de dire ah bah, vous avez vu Michaels c'est super adapté. Sauf que Vader a complètement oublié le truc. Résultat, Michaels passe pour un con parce qu'il atterrit sur ses pieds alors qu'il n'y a pas de raison. Et il gueule sur Vader en lui disant move et en lui mettant des coups dans sa gueule. Donc ça ne permet pas de mettre la note maximale, même si c'est un très bon combat. Mais ça a fait quand même un très bon combat de championnat du monde. Ça nous donne un SummerSlam qui est très intéressant, avec une très belle note. Il est top 3 des pay-per-view de 96. Et il est aisément top 5, top 10 des pay-per-view depuis que j'ai commencé à les reviewer. Voilà pour le SummerSlam de l'année 1996. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la review de In Your House 10 Mind Games, les jeux d'esprit, qui sera à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et vous verrez, on reparlera un peu de la ECW, étonnamment. En attendant de parler de tout ça et de vous faire cette review, je vous remercie de suivre The Wrestling Rankings. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur la chaîne TikTok ou la chaîne YouTube, pour ne pas louper les nouveautés. Et je vous souhaite à ciao, bon dimanche!